Plusieurs villages du sud de la France sont envahis par des punaises des champs. Dans l'Indre, la Vienne ou encore en Haute-Garonne, les cas de maisons envahis se multiplient. Les petits insectes sont inoffensifs mais s'infiltrent partout. Elles sont partout sur les murs, les volets ou encore par terre. Depuis une dizaine de jours, la maison de Maurice Sénaré de Soutiera à Pince-Gistaret, Haute-Garonne, est envahie de punaises des champs. Ils sont comme endormis le matin, mais par contre, vers le coup de 11 heures à midi, ça grouille de partout. Et puis après, c'est toute la journée, témoigne Maurice Soutera. Ils ont tout essayé pour s'en débarrasser, répulsifs, ruban adhésif, double face, mais rien n'y fait. L'insecte de quelques millimètres seulement leur gâche la vie. On est en été, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de grillade. On est confiné à l'intérieur avec les volets fermés, c'est stressant. Grenade Soutera. D'où viennent-elles? Bonne nouvelle, les nuisibles, bien qu'envahissants, ne présentent aucun danger pour la santé. Mais d'où viennent-ils? Des champs de colza voisins. En moissonnant les parcelles, cela a libéré les punaises qui ont ensuite migré vers les jardins des maisons aux alentours. Le maire de la commune semble dépassé. On est un petit peu démuni face à ce phénomène puisqu'on n'a pas de moyens d'action particuliers. L'ARS nous dit de patienter et recommande de ne pas traiter parce que ce traitement insecticide est dangereux, explique Philippe Thierry, maire d'hiver gauche de Pain-du-Staret. Seule solution, espérer un retour de la pluie pour les faire disparaître. Pour certains, les colonies de vacances municipales sont le seul moyen de faire partie des enfants. Mais il y en a de moins en moins. Beaucoup de municipalités se sont séparées de leurs centres de vacances trop chers à entretenir. D'autres font le choix de les maintenir. C'est le cas de Bagnolet, Saint-Denis. Les murs d'une colonie de vacances bâtie il y a presque un siècle sont décrépits. La colonie est endormie lors des mois d'hiver jusqu'à ce que reviennent chaque été les enfants de Bagnolet, Saint-Denis. Un peu engourdis par les 530 km parcourus depuis la Saint-Denis, ils sont enfin en vacances. La colonie est la propriété de la commune. Le personnel lui aussi vient de la commune. Beaucoup connaissent déjà les enfants qui côtoient toute l'année dans les centres de loisirs. De quoi les rassurer quand il s'agit de couper tout lien avec la famille. Une colonie qui date de 1932. L'attraction phare de cette colonie à l'île d'Orléans, Charente-Maritime, l'océan. Moi, ça m'a rappelé les souvenirs. Je suis né à Bagnolet, je suis venu 15 ans aux colonies. C'est marrant, se rappelle un retraité présent sur la plage. L'histoire des enfants de Bagnolet à l'île d'Oléron remonte à 1932. À cette époque, les maires de banlieue acquièrent des terrains près de la mer. L'objectif, offrir des vacances aux enfants d'ouvriers. Uniformes et champs militants sont alors de vigueur. Mais 90 ans plus tard, les communes ont-elles encore les moyens de s'offrir leur propre colonie de vacances? Chloé, 13 ans, va passer 11 jours de colonie à l'île d'Oléron. On sait que sa mère, bénéficiaire du RSA, peut lui offrir grâce au tarif proposé par la mairie. Il nous reste 67 € à notre charge pour 11 jours de vacances. C'est vraiment royal, ça permet d'emmener les enfants en vacances. Sinon, ce n'était pas possible, indique Corinne Courtois, habitante de Bagnolet. Un patrimoine à préserver. Le maire le concède volontiers. Le centre d'Oléron lui coûte cher. 1 million d'euros investis ces dernières années pour être maintenu aux normes. Il n'est pas question pour lui de s'en séparer. Certains de mes collègues me conseillent parfois de vendre les centres, mais je pense que c'est l'héritage de la ville et c'est notre patrimoine. Assure Tony Dumarton, maire PS de Bagnolet. Beaucoup d'autres élus ont, eux, préféré s'en séparer. Sur l'île d'Oléron, par exemple, qu'on appelait autrefois l'île aux colonies, de nombreux sites ont été abandonnés par les collectivités. Sur 50 colonies de vacances que comptait l'île, seule une dizaine subsistent encore. Un choix que certaines communes ont finalement regretté. De nouveaux investissements. Villejuif Valdemar a acheté une ferme de Lyon l'an dernier. La commune avait pourtant cédé son dernier centre de vacances en 1999. Et les élus ont fait machine arrière et opté pour une ferme plus près, accessible toute l'année et moins chère. Le droit aux vacances et le droit à la déconnexion doivent faire partie des politiques publiques et des politiques publiques prioritaires. Lansane Gaël, adjointe au maire PCF de Villejuif. On a un site qui vit toute l'année et ça, c'est le meilleur modèle économique et qui correspond à plusieurs attentes.
ajoute-t-elle, car la ferme continue de produire de fruits et de légumes à destination des crèches de la ville. Une façon d'amortir l'investissement et de pouvoir offrir aux habitants un service public des vacances. Le journal de vainqueur du samedi d'août vous emmène dans les bunkers du Cotentin. Longtemps laissé à l'abandon, ce patrimoine de plusieurs milliers de tonnes de béton réparti le long des 1500 km de côte normande se réinvente. Sur le littoral du Cotentin, il se compte encore par centaines les bunkers allemands vestiges du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, la plupart de ces monstres de béton sont laissés à l'abandon et d'autres ont trouvé une seconde jeunesse. Les cyclistes normands ont décidé de faire étape dans un site pas comme les autres en bunker. Il faut descendre une dizaine de marchés pour y accéder. Murs épais, mobilier, objets d'époque, on s'y croirait presque. Ouvrir un gîte dans un bunker de l'armée allemande en reconstruire les moindres détails se pose un peu faux et par hasard, lorsque Morgan Cholet et son mari ont découvert que le déplacement au fond de leur jardin était en fait un bunker house. Des mois de travaux plus tard pour le rendre habitable, l'hébergement affiche quasi complet malgré les craintes initiales, qui débunkaient des Secondes Guerres mondiales liées à un héritage dont on n'a pas forcément envie de se souvenir, qui peut être douloureux encore. On avait peur que ce soit mal perçu, mal interprété aussi. Pour le moment, après un an d'ouverture, on a uniquement des retours positifs, assure Morgan Cholet, propriétaire du site Le Blockhaus Manche. Une histoire riche. Pour empêcher un débarquement allié, ce sont des milliers de bunkers que les nazis érigent entre 1942 et 1944. Certains ont été réhabilités en musée pour témoigner de l'histoire, mais il est impossible de le faire pour tous. Car Kinneville-Manche, un blockhouse avait le toit et les volets d'une maison pour tromper l'ennemi. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant. C'est le ministère des Armées, propriétaire du lieu, qui a proposé d'Adrien Tesson de racheter le local. J'ai trouvé ça plutôt fun de devenir propriétaire d'un lieu comme ça, qui est chargé d'histoire, qui a contribué au patrimoine de notre région, de notre département, de nos plages, et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Partage le désormais propriétaire de la Brèche. À l'intérieur, la vue est exactement la même que celle qu'avaient les soldats allemands. Pas d'objets d'époque, tout est moderne ou presque. Il n'y a pas de réseau, les clients sont obligés de revenir à la porte pour recevoir leurs appels ou leurs messages. On est vraiment coupé du monde, précise Adrien Tesson. 12 amis normands se laissent tenter par l'expérience. On préfère oublier que c'est un bunker qui était là pendant la guerre, mais je trouve ces rénovations, ces réhabilitations sont extraordinaires. Ce sont des lieux maintenant qui appartiennent à la joie et c'est très très bien. Confie l'une d'elles. Le nombre de bunkers ont déjà été engloutis, victimes de l'érosion. Il fut longtemps l'ami du petit déjeuner, le Chicorée fait son grand retour. Les ventes ont bondi de 10% ces dernières années. C'est la boisson tendance dans les coffee shops parisiens. Vendue autour de 4 € la tasse, les clients découvrent souvent le goût de la chicorée pour la première fois. Pour moi, c'est beaucoup plus doux que le café avec un petit goût d'amande. Partage une consommatrice. J'ai découvert que ça avait des super vertus qui étaient super riches en oligo-éléments, ça aide à fixer certaines vitamines, ajoute une autre. Auparavant, la chicorée avait l'image d'une boisson de substitution quand le café manquait pendant les 2 guerres mondiales. Celle-ci aussi d'une boisson rétro avec une pipe qui lui colle à la peau. Une nouvelle clientèle. Dorian et Natalia travaillent pour une nouvelle marque de chicorée. Elles sont au rendez-vous dans un café à la mode au forum, une nouvelle recette signature. La recette est diffusée sur les réseaux sociaux pour rajeunir l'image de la chicorée et en faire une boisson qui plaise au moins de 30 ans. Les jeunes sont la cible stratégique pour grignoter le gigantesque marché du café. On parle de goût, on parle de plaisir, on y met aussi beaucoup d'humour dans le contenu qu'on crée sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'aiment les jeunes. On parle des bénéfices aussi parce que les jeunes font très attention à ce qu'ils consomment. Les bénéfices, ça va être bon pour la flore intestinale, énergisant quand on y ajoute un peu de guarana, détaille Dorian Lenu. Le rajeunissement de la boisson profite à toute la filière dans le Nord. La chicorée, boisson traditionnelle dont la plante est cultivée sur place, est transformée dans une entreprise centenaire et devenue leader mondial. Pour relancer les ventes, on teste sans cesse de nouveaux produits comme de la chicorée dans des infusions.